Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo top 10. Je vous invite évidemment à aller voir tous les tops que j'ai fait depuis le début de la chaîne. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Depuis pas mal d'années maintenant, est entré dans le quotidien de la plupart des cinéphiles et dans le monde du cinéma en général, la plateforme de SVOD Netflix, qui propose bien évidemment des séries télé, des documentaires, ainsi que des films qui n'ont pas été produits par eux, mais également des films, des programmes originaux. Netflix permet également de diffuser des films dans divers pays qui ne seraient pas diffusés en salle, surtout en cette période avec le coronavirus. Et c'est sur ces deux types de films que je vais m'intéresser, à savoir les films originaux Netflix qui ont été produits par la plateforme, ainsi que les films qui n'ont pas été produits par Netflix mais qui ont été rachetés. Dans tous les cas, ça reste des films Netflix que vous pouvez encore une fois retrouver sur la plateforme. On va donc voir aujourd'hui mes 10 films Netflix préférés et je vous invite évidemment à me mettre votre classement, votre top 10 dans les commentaires. Et c'est parti, on commence avec la 10e place. À la 10e place, un film qui est arrivé il y a quelques semaines, mois seulement sur la plateforme, qui est nommé aux Oscars 2021 dans plusieurs catégories. C'est un film que j'ai trouvé assez bon, sans plus, mais franchement oui, le film mérite d'être vu pour plusieurs raisons. C'est le film La Mission. La Mission qui est un western, on va dire, moderne, entre guillemets, avec Tom Hanks, qui brièvement raconte l'histoire d'un vétéran de la guerre de sécession qui, en gros, est chargé, son métier c'est de lire les nouvelles des journaux aux gens. Et en gros, il va faire la rencontre d'une fille qui vient d'un peuple très différent, qui parle une autre langue, etc., qui n'ont pas du tout les mêmes coutumes. Et son rôle, entre guillemets, va être de la ramener chez elle, et de la protéger, de la sauver, etc. etc. Donc c'est un film que j'ai trouvé efficace, que j'ai trouvé pas mal, sans plus, hein, c'est pas le film que je vous conseillerais de voir à tout prix sur Netflix, mais c'est pas non plus un film que je vous dirais de pas voir. Par exemple, au niveau de la direction artistique, il me semble d'ailleurs qu'il est nommé aux Oscars dans cette catégorie, c'est quasiment irréprochable. Que ce soit au niveau des costumes, au niveau de la photographie, au niveau des décors, c'est magnifique, c'est parfaitement représenté, ça représente il me semble le 19e siècle, et c'est parfait, c'est très beau visuellement. Il y a aussi surtout les deux acteurs principaux qui sont excellents. Je vais même pas m'attarder sur Tom Hanks parce que bah voilà, c'est Tom Hanks. Mais la petite, donc Helena Zengel, c'est une actrice qui a je crois 10 ou 12 ans, une actrice allemande qui a joué dans 3 ou 4 films, très peu connue. Et là c'est vraiment son premier vrai gros film et franchement c'est une super actrice. Surtout que son rôle n'était pas facile à jouer, elle a quand même dû parler une langue qui n'existe plus. Seulement voilà, l'histoire est sympa, le film est beau et tous les acteurs sont bons, mais l'histoire est chiante. Le film est pas très long, le film dure je crois 2 heures pile, plus ou moins, donc c'est une durée relativement raisonnable. Et c'est chiant, c'est très long, ça passe à une lenteur incroyable. Toutes les scènes ne sont pas utiles, les dialogues sont assez pauvres et assez rares, la fin, elle est prévisible à fond. Donc, bon film, sans plus, mérite d'être vu, sans plus. À la 9e place, on va parler d'un film qui est sorti il y a plusieurs mois, voire années, enfin peut-être un an, peut-être un peu plus. Encore une fois, on n'est pas sur du chef-d'œuvre, mais ça reste un très bon divertissement à mes yeux, c'est le film The Old Guard. The Old Guard qui en gros raconte l'histoire d'une équipe de super-héros, en gros de demi-dieux qui sont sur Terre depuis vraiment longtemps et qui là vont en gros être rappelés pour une nouvelle mission. C'est un bon divertissement, c'est un film d'action, les scènes d'action sont je trouve très bien faites, sont très belles à voir. C'est une histoire intéressante et divertissante qui a des défauts évidemment, mais voilà, dans l'ensemble, c'est assez sympa à regarder. Il y a aussi un très bon casting. Je suis pas spécialement fan de Charlize Theron, mais voilà, c'est une bonne actrice et elle est pas mauvaise dans le film. Il y a aussi Harry Melling, qu'on a tous vu dans Harry Potter, qui est à mes yeux un très bon acteur et qui est un peu en train de reprendre une bonne petite carrière. Mathias Schoenaerts, qui est sans doute un des meilleurs acteurs belges de l'histoire. Chiwetel Ejiofor, enfin bref, un bon casting dans l'ensemble. Rien d'incroyable, mais des bons acteurs quand même. Les musiques sont super sympas aussi et le film est dans l'ensemble assez beau à regarder, techniquement c'est pas mal. Et ça reste un truc relativement banal, c'est des personnages pas trop mémorables, d'ailleurs je me souviens d'aucun nom. C'est un déroulement prévisible, etc. etc. Enfin, c'est un film qui est normal, j'ai envie de dire, qui n'a rien de grandiloquent. Mais je vous le conseillerais quand même parce que, encore une fois, c'est un bon divertissement et voilà, ça se regarde comme ça, tranquillou, une petite soirée tranquille.
À la 8ème place, un film totalement différent, qui lui n'est pas un film de divertissement ou d'action ou je sais pas quoi, c'est un film bien plus profond que ça. Un film avec lequel j'ai des problèmes, mais qui est un super film et devant lequel j'ai quand même passé un bon moment en le voyant, c'est le film de Bong Joon-ho, Okja. Okja, en gros, c'est l'histoire d'une gamine qui rencontre une créature assez bizarre qui a été créée par l'homme uniquement pour sa viande, pour la manger, il me semble. Sauf qu'elle l'apprivoise et elle grandit avec avant que les humains la retrouvent. La créature qui s'appelle Okja et va forcément tout faire pour la reprendre, pour la tuer et la manger comme tous les autres spécimens de son espèce. C'est un film politique très simple, dans le sens où il suffit juste de prendre une créature semblable à une vache, de la faire évoluer, de lui avoir une relation avec une gamine touchante, voilà, et ça donne de l'émotion facile et ça donne des réflexions faciles. Et le but du film, c'est clairement de nous faire réfléchir sur notre société, sur la manière dont on traite les animaux, sur la manière dont on mange les animaux. C'est en gros un film vegan, ça je pense qu'il ne faut pas être Einstein pour le deviner, et c'est vrai que c'est un peu simpliste. Après, je respecte complètement la cause, moi je suis un mangeur de viande, mais ça m'a pas empêché d'aimer le film. Et niveau cinématographique, on va dire, c'est très bon aussi, que ce soit au niveau des acteurs, il y a quand même Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, etc. Bref, un très bon casting, des très bons acteurs, que ce soit au niveau international, ce que Bong Joon-ho n'a d'ailleurs pas l'habitude de faire, ou au niveau coréen, parce que c'est un film, il me semble, mi-coréen, parce que c'est quand même Bong Joon-ho qui le réalise. Au niveau du scénario, j'ai pas grand chose à dire, encore une fois, film politique mais qui marche bien, c'est une histoire divertissante, c'est une histoire touchante. Ça me tue de le dire parce que, encore une fois, c'est très simple et je me suis fait avoir. On s'est tous fait avoir en regardant Okja. On a vu la relation entre Okja et la gamine et on s'est dit oh c'est trop touchant, il faut que j'arrête de bouffer de la viande. Mais tant mieux parce que ça prouve que ça marche, donc j'ai pas grand chose à dire de négatif. Donc voilà, très bon film, c'est du Bong Joon-ho, c'est le meilleur réalisateur asiatique de l'histoire du cinéma. Et voilà. On passe à la 7ème place avec un film qui est arrivé un peu plus récemment. Il est arrivé, il me semble, en 2019 ou 20, je crois 2020. Un film assez étrange, mais que j'ai bien aimé, qui m'a pas marqué, mais que j'ai vraiment bien aimé. C'est le film Le Diable tout le temps. Not because I want to. Un film qui raconte l'histoire d'un homme qui est en train de perdre sa femme et qui du coup va tenter le tout pour le tout et se tourner vers la religion, se convertir à la religion. Sauf qu'il va tomber de plus en plus dedans et ses prières vont vite se transformer en sacrifice. Encore une fois, un casting tout bonnement extraordinaire. Tom Holland, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Mia Wasikowska, Robert Pattinson, Harry Melling aussi. Voilà, ils sont tous très très bons dans le film. C'est un film assez gênant qui a des scènes des scènes assez hard, assez choquantes, je pense notamment à la scène des araignées. C'est des scènes qui marchent assez bien et qui sont parfaitement réalisées, comme d'ailleurs tout le film. C'est une histoire divertissante qui est pas extrêmement bien rythmée, il m'est arrivé de m'ennuyer de temps en temps devant. Vers la fin, ça commençait vraiment à devenir un peu... bon, allez. Donc non, c'est un film que je conseille dans l'ensemble. À la 6ème place, un film qui ne m'a pas spécialement surpris, je m'attendais à voir ce genre de truc en voyant le film, mais qui m'a quand même un peu surpris sur 2-3 trucs. C'est le film Enola Holmes. You don't know how to embroider. Enola Holmes raconte l'histoire d'Enola Holmes, jouée par Millie Bobby Brown, la petite sœur de Mycroft et Sherlock Holmes, qui a grandi avec sa mère et qui, une fois arrivée à l'âge ado pré-adulte, perd sa mère. Sa mère est complètement introuvable et elle va du coup essayer de convaincre Sherlock et Mycroft de l'aider, sauf qu'ils vont refuser, donc elle va devoir gérer cette petite mésaventure toute seule. Je ne vais pas passer par 4 chemins, la chose qui m'a le plus surpris, je m'exprime très mal, ce qui m'a le plus surpris dans le film, c'est Millie Bobby Brown, que j'ai trouvé parfaite. Avant de voir Enola Holmes, j'étais pas spécialement fan de Millie Bobby Brown, je comprenais pas trop le phénomène. Après je comprends, c'est une ado, c'est une influenceuse, etc. Mais je comprenais pas trop le phénomène. Dans Stranger Things, dans les 2 premières saisons, elle parle pas beaucoup, elle parle même quasiment pas, et dans la 3e, c'est une ado. Donc dans Stranger Things, c'est un jeu d'actrice normal, banal. Dans le Monsterverse, pareil. Bref, j'avais jamais été marqué par le jeu d'actrice de Millie Bobby Brown avant de voir Enola Holmes. Et là, par contre, elle m'a scotché. C'est un film qui brise le 4e mur, mais je sais pas si ça dure tout le long, je pense, mais je suis pas sûr. Millie Bobby Brown te parle à toi, elle parle dans la caméra, elle te parle vraiment à toi, et son jeu d'actrice
je n'ai rien à dire, elle est parfaite. Et les autres acteurs aussi sont très bons, il y a Henry Cavill et Sam Claflin. Helena Bonham Carter aussi surtout. Autre chose qui m'a pas tant surpris que ça, mais que j'ai quand même trouvé soulignable, c'est la réalisation. C'est très dynamique, il y a des idées dans la réalisation. De toute façon, quand tu vois l'affiche du film, tu sais plus ou moins à quoi t'attendre niveau mise en scène. Les personnages sont intéressants, même si bon, si t'enlèves Enola, les autres sont très peu exploités. La mère d'Enola par exemple, on la voit un peu au début, un peu à la fin. Sherlock et Mycroft, c'est ça son nom? Eux aussi on les voit pas énormément malgré les deux superbes acteurs qui les incarnent. Et visuellement le film est extrêmement agréable à voir, pas uniquement par rapport à Millie Bobby Brown, mais surtout au niveau des costumes, des décors, tout ça. Enfin, non, franchement c'est un super film, même si niveau scénario ça vole pas très haut, c'est prévisible, etc. Niveau intrigue, voilà, c'est un film très bon. Voilà. Et j'ai été le premier surpris, parce que franchement, je m'attendais à rien en le voyant. Enfin, je m'attendais à quelque chose de sympathique sans plus, mais j'ai vraiment été agréablement surpris. À la 5e place, on change complètement d'ambiance avec un film dont j'ai déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne. Le film du grand maître Martin Scorsese, The Irishman. It's gonna happen. Either way, he's going. Et oui, je précise, c'est la première et dernière fois que je prononcerai Scorsese, parce que d'habitude je prononce Scorsese, c'est beaucoup plus simple. The Irishman qui raconte l'histoire de Frank Sheeran, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, devenu gangster, tueur à gages, tout ce que vous voulez. On va suivre son histoire, son évolution de personnage, etc., etc. The Irishman est donc le dernier film pour l'instant de Martin Scorsese. Il y en a un autre qui va arriver, qui sera pas sur Netflix, et ce sera avec De Niro et DiCaprio, et j'ai très hâte. Mais bon bref, je m'éloigne déjà du sujet. C'est un peu le film de Scorsese par excellence, évidemment, je vais pas dire que Scorsese s'émancipe et fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Je vais pas aller jusque là parce que ce serait complètement exagéré. C'est un peu un réchauffé des affranchis, c'est le même casting plus ou moins, c'est pas la même histoire mais ça reste les mêmes thématiques et les mêmes idées. C'est du De Niro, c'est du gangster, c'est du Joe Pesci, c'est de la musique lente, c'est de la mise en scène très lente aussi. C'est du Scorsese mais c'est du bon Scorsese. Comme d'habitude j'ai envie de dire, Scorsese n'a pas vraiment fait de mauvais films. Donc c'est une histoire sympathique, on apprend pas mal de choses. Et le personnage de Frank Sheeran est très bien exploité, développé, tout ce que vous voulez. Le casting est absolument légendaire, mais bon, ça encore une fois, voilà, est-ce qu'on peut vraiment le compter parce que c'est du Scorsese? Voilà, Scorsese, il appelle De Niro, il lui dit « tu veux jouer dans mon nouveau film ?» De Niro, il va tout de suite dire oui. Mais on peut quand même noter la première collaboration entre Martin Scorsese et Al Pacino, ce qui est quand même pas rien, parce que c'est deux légendes du cinéma. Très bonne réalisation de Martin Scorsese, encore une fois, ça reste du Scorsese, c'est très lent, c'est très musical, mais bon, c'est de la réalisation à la Scorsese et ça on peut pas lui enlever, il a toujours fait ça et on peut pas lui reprocher de faire quelque chose de long et de lent. Mais je pourrais complètement comprendre, et d'ailleurs j'ai moi aussi ressenti ça en voyant le film, que des gens décrochent. J'ai vu le film 2 fois, ça fait 7 heures de film, voilà. On passe à la 4e place avec un film bien plus récent qui est arrivé fin 2020, début 2021. Également un film nommé aux Oscars 2021, dont dans la catégorie du meilleur film. D'ailleurs, je ferai une vidéo avant la cérémonie des Oscars, donc une vidéo sur les Oscars 2021, et je ferai également un live après les Oscars pour qu'on débriefe tout ça. Bref, je parle du film Les 7 de Chicago. How much is it worth to you? What's your price? To call off the revolution? My life. Je vais résumer le film de manière très vulgaire parce que je m'y connais absolument pas dans le monde de la politique américaine. Mais en gros, Les 7 de Chicago se basent sur des faits réels et racontent l'histoire de plusieurs manifestants, plus précisément 8 manifestants qui viennent tous de milieux assez différents. Tu vas avoir des hippies, des étudiants, etc., etc. Et ils vont tous être jugés au même endroit, au même moment pour cette fameuse manifestation qui a eu lieu pour, il me semble, le choix du candidat démocrate à la présidentielle de 68. Donc c'est un film qui est un peu compliqué à comprendre si vous ne vous y connaissez pas en politique américaine, ce qui est mon cas, je m'y connais absolument pas là-dedans. Mais attention, c'est pas non plus un film qui est inaccessible. Personnellement, encore une fois, je connais rien à ce monde-là, mais j'ai quand même compris plus ou moins le film, et j'ai quand même passé un bon moment devant. C'est quand même Aaron Sorkin qui se charge du scénario, c'est le scénariste de The Social Network de David Fincher, ou encore de Steve Jobs, de David Fincher aussi il me semble, non, de Danny Boyle. Donc il se charge du scénario, il réalise également le film, et il a fait un bon taf, franchement. Que ce soit, franchement, niveau scénaristique, il raconte pas tout dans l'ordre chronologique, tu vas avoir beaucoup de flashbacks, beaucoup de, voilà,
mais c'est pas bordélique pour autant. Tu comprends vraiment, tu comprends que là c'est du flashback, que là c'est dans le présent, etc. Tu comprends tout, et ça c'est vraiment cool. J'ai adoré le casting. Encore une fois, c'est des acteurs pas légendaires, un peu de cette génération, mais franchement... Sacha Baron Cohen, qui est nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un rôle secondaire, qui est... c'est Sacha Baron Cohen, quoi, cet homme est parfait. Eddie Redmayne, cet homme est parfait aussi. Joseph Gordon-Levitt, n'en parlons pas. Il y a aussi Yahya Abdul-Mateen 2 qui joue un peu le rôle principal, même si on ne voit pas des masses dans le film. Mais très bon acteur quand même, et on peut quand même noter la présence, qui dure 2 minutes, mais qui est quand même une présence assez honorable, de Michael Keaton. C'est un film qui raconte des événements que je ne connaissais absolument pas, j'ai tout appris en regardant ce film et j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Les personnages que développe le film, mine de rien, sont très intéressants. Perso, mon personnage, je dis personnage, c'est des personnes qui ont réellement existé, mais là je vais dire personnage parce que voilà. Mon personnage préféré, c'est celui de Sacha Baron Cohen. Chaque phrase qu'il prononce, chaque dialogue, chaque mot qui sort de sa bouche, a été écrit par Aaron Sorkin de façon parfaite. Donc c'est un super film, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Honnêtement, j'ai pas encore vu tous les films pour les Oscars 2021, mais je pense que s'il gagne l'Oscar du meilleur film, je serai content parce que j'ai vraiment adoré ce film. Et donc voilà. À la 3e place, on va parler d'un film dont j'ai déjà parlé sur la chaîne dans un Pourquoi j'aime. C'est le film d'horreur espagnol La Plateforme. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. La Plateforme, j'ai vu le film, pour vous donner le contexte, même si vous vous en foutez un petit peu, j'ai vu le film pendant une insomnie, ça devait être un truc du style de 4h à 6h30 du matin, enfin ouais, plus ou moins. Suite à quoi j'ai enchaîné avec Okja, d'ailleurs, j'ai vu les 2 films le même jour. Et je peux vous dire que quand vous avez faim, que vous êtes fatigué, que vous faites une insomnie et que vous voyez ce film vous marque. S'il n'avait pas été racheté par Netflix, personne ne connaîtrait ce film, je suis sûr, même en Espagne. Là, il a eu la chance d'avoir été racheté par Netflix, et ce qui nous a permis du coup de découvrir cette pépite. La Plateforme raconte l'histoire de Goreng, qui est en gros incarcéré dans une prison un peu spéciale. En effet, une prison qui est en hauteur, une tour en fait, dont on ne voit jamais l'extérieur. Et chaque cellule correspond à un étage, et je sais plus à combien d'étages, mais c'est quand même beaucoup. Et une fois par jour, une énorme plateforme qui contient beaucoup de nourriture descend d'étage en étage. Et évidemment, quand la plateforme arrive à votre cellule, vous avez 1 minute ou 2, je sais plus, pour manger le plus de choses possible. Et vous n'avez pas le droit de prendre des choses, vous êtes obligé de les remettre sur la plateforme. Donc évidemment, plus votre cellule se trouve à un niveau bas, moins vous avez de nourriture tous les jours. Sauf que une fois tous les X semaines, moi je ne sais plus trop, les prisonniers sont changés de cellule et du coup de partenaire. Le scénario de ce film, ça peut paraître uniquement du divertissement, mais en fait pas du tout. C'est un film qui dénonce très clairement la société de consommation, à savoir ceux qui sont au-dessus, qui mangent tout et qui ne laissent rien pour ceux qui sont en dessous. En gros, les riches qui prennent tout et les pauvres n'ont rien. C'est un peu triste, hein, mais c'est vrai. Voilà, je suis désolé. Et c'est une cause qui me touche beaucoup. Cinématographiquement, le film est également très qualitatif, que ce soit au niveau de la photographie, au niveau des couleurs, voilà, niveau de la mise en scène, niveau des scènes, parce que c'est un film R-rated, hein, je pense, il y a pas mal de sang. Et il me semble que c'est un film qui est vraiment pas long, je crois qu'il dure un truc genre 1h40, enfin ça se regarde très rapidement. Donc non, le concept du film est juste génial, le scénario est intelligent, et le film est divertissant et beau à regarder, enfin... C'est un film presque parfait en fait. À la 2e place, un film qui a été nommé à plusieurs reprises aux Oscars 2020, qui a gagné il me semble pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, c'était Laura Dern, c'est le film Marriage Story. Together. Marriage Story qui raconte l'histoire d'un couple, donc de Charlie joué par Adam Driver et de Nicole jouée par Scarlett Johansson, qui vont se séparer, vont divorcer. Et on suit en gros l'évolution du divorce de ces 2 personnes qui ont un fils, hein, faut pas l'oublier ça. Que ce soit d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue relationnel, émotionnel, etc. etc. et voilà. C'est un film que je pensais pas tant aimer que ça. Je vais pas vous mentir, j'ai regardé le film pour le casting. Pour moi, je suis désolé, Scarlett Johansson méritait l'Oscar de la meilleure actrice, c'est Renée Zellweger qui l'a eu. Et Adam Driver, bon, c'est compliqué de passer à côté de Joaquin Phoenix dans Joker, mais honnêtement, s'ils avaient donné la statuette à Adam Driver, j'aurais pas été choqué, j'aurais même été content. Donc des acteurs excellents, une histoire très touchante. Malgré leur divorce, la relation entre Charlie et Nicole reste intéressante à suivre. C'est pas juste on divorce, merci, ciao, tu fais ton chemin de ton côté et moi mon chemin de mon côté. Non, pas du tout. C'est bien plus profond que ça, c'est bien plus intelligent que ça, c'est bien mieux écrit que ça et c'est génial à suivre. Donc voilà, que ce soit d'un point de vue scénaristique ou d'un point de vue des acteurs, c'est un film parfait. Franchement, là, je pense la scène qui m'a vraiment... Enfin, la scène
dans laquelle Charlie et Nicole se disputent et où Charlie donne un coup de poing dans le mur, cette scène, c'est une des scènes qui m'a le plus marqué en termes de jeu d'acteur de l'histoire du cinéma. Mais ça ne vaut quand même pas mon film Netflix préféré. Lui aussi est sorti l'année passée et il a aussi été nommé dans quelques catégories à l'Oscar 2020, notamment, il me semble, meilleur acteur dans un rôle principal et dans un rôle secondaire. C'est le film Les Deux Papes. You're only human. Le film Les Deux Papes qui suit en gros le switch, le changement, l'abdication du pape Benoît XVI, joué par Anthony Hopkins. Et pendant son abdication, il va en gros se lier d'amitié avec un homme qui deviendra par la suite le nouveau pape, le pape François, qui est encore le pape à l'heure actuelle, qui est joué par Jonathan Pryce. On suit donc dans ce film la relation entre ces deux papes. Il me semble que c'est la seule abdication de pape qu'il y a eu dans l'histoire. Ça reste très intéressant, mine de rien, parce que j'ai quand même appris des choses sur ce monde dont je ne connais absolument rien, je suis pas du tout croyant, etc. Et ça m'a touché parce que j'avais vraiment des a priori sur les papes, sur les prêtres, etc. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit waouh, mais je me suis complètement trompé en fait. Donc c'est un film qui m'a appris des choses, qui m'a fait évoluer et j'en suis très content. Les deux acteurs principaux, à savoir le légendaire Anthony Hopkins et le non moins légendaire Jonathan Pryce, sont merveilleux. C'est quand même incroyable d'arriver à l'âge de 72 ans et 82 ans et d'être nommé aux Oscars, enfin je trouve ça dingue. Anthony Hopkins c'est un peu le doyen du monde du cinéma actuel, c'est un peu le big boss. Encore cette année il est nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal pour The Father, c'est incroyable, le mec a 83 piges. Ce sont deux hommes, deux acteurs que je respecte énormément et ils font un travail magistral dans Les Deux Papes. Honnêtement bon, j'ai vu le film il y a longtemps, je l'ai vu il y a 1 an, mais je peux encore vous parler de ce film comme ça de manière spontanée tellement que le film m'a marqué. Après, j'avoue que peut-être que le film a des défauts mais je m'en souviens pas. Donc c'est que les défauts m'ont pas marqué et donc je pourrais très bien considérer ce film comme un chef-d'œuvre. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré la tournée, c'est une de mes vidéos préférées je crois depuis le début de la chaîne, j'ai vraiment adoré parler de ces films. On se retrouve vendredi prochain parce que oui l'école recommence donc on repasse à un rythme de vidéo d'une par semaine. Et ne vous inquiétez pas, vendredi prochain nous nous retrouvons pour le live debriefing sur Falcon and the Winter Soldier ainsi que la vidéo sur les Oscars 2021. D'ici là je vous dis à très bientôt. Salut!